Très très beau festival, donc toujours aussi authentique, avec en plus un soleil éclatant, que du bonheur. J'y viens tous les ans et je trouve que je trouve que c'est très très beau. C'est ressourçant en tout cas. La 14e édition du Festival international de photos et de nature animalière vient d'ouvrir ses portes. Que ce soit à pied ou en train, quelques 40 000 personnes viendront parcourir les 15 sites du festival pour y admirer plus de 2000 photos. Je suis le parrain du festival cette année. C'est un honneur, c'est un privilège, surtout d'un tel festival. En fait, qu'est-ce que j'en ressens de tout cela? En fait, ressens une profonde admiration pour avoir créé en 14 ans un festival d'une telle envergure et en même temps qu'il soit resté aussi convivial, aussi chaleureux, aussi humain. Alors qu'il a une dimension extraordinaire. En Europe, c'est le plus grand festival de nature. Donc on arrive à une dimension magique, des expositions partout, mais en même temps cette convivialité, ce calme de ces gens qui se passionnent pour l'image. Et je suis très admiratif de ce travail fait par les bénévoles, 500 bénévoles, c'est extraordinaire comme équipe. Donc voilà, si je devais résumer mon sentiment, admiration, bravo, merci. La première journée du festival étant réservée aux scolaires. Plein de cadres avec de belles photos. On fait un exposé sur le festival de la photo. Il y a des photos derrière comme vous le voyez. Et puis on a des questions sur les photos. Et déjà, de jeunes prodiges exposent au festival. Mes parents, ils sont un peu ornithologues, donc ils m'ont fait m'intéresser à la nature. Pour ça que je fais des photos, pour montrer ce qu'il y a et puis ce qui passe souvent inaperçu. Vous avez d'autres espèces qui sont les champignons qui sortent, qui ont besoin de l'eau aussi pour sortir. Avec le photographe Cyril Ruyoso, on a voulu faire une exposition pédagogique, donc une exposition un peu rigolote qui raconterait le cheminement de petites gouttes d'eau à travers la nature, à travers le monde animal, et raconter des histoires d'animaux qu'on connaît, qui ont leur petit nom, ou d'endroits qu'on aime particulièrement et où l'eau est très présente. Et à travers ces petites histoires, ces petites anecdotes, montrer à quel point cette eau est essentielle. L'eau douce notamment est essentielle à notre survie, essentielle à la planète, à quel point elle est précieuse et à quel point il faut la préserver. Petit arrêt à l'espace jeunesse, où les enfants sont aussi bien les spectateurs et les acteurs des ateliers. Alors, enfin, c'est l'heure de la tétée. Les petits viennent de partager les mamelles, mais attention, si un imprudent vient toucher le groin de leur mère, elle l'éjecte sur cette photo, là-bas, derrière. Elle l'éjecte sans ménagement. Donc elle lui fait, ça fait une punition pour les 8 petits marcassins, même s'ils ont encore faim. Suivez-nous. Qu'est-ce qui se passe? Je fais 2 ateliers, un atelier sur la classification des petites bêtes, à savoir insectes, arachnides, myriapodes. Donc le but c'est que les enfants découvrent à travers l'atelier que c'est pas parce que c'est petit que ça fait toujours partie de la même famille. Donc la démarche c'est de leur faire compter les pattes, les ailes et puis ensuite trouver nos grandes familles. Alors aujourd'hui sur l'espace jeunesse, on a une exposition qu'on présente, c'est un petit peu le voyage de Néo, mission biodiversité. C'est un des tout nouveaux parcours que l'on présente au parc animalier de Sainte-Croix. Et en fait c'est une exposition qu'on avait mis en place au centre Saint-Sébastien à Nancy et qu'on a emmené encore ici bien à Montier-en-Der. Tout simplement parce que c'est une exposition qui représente un petit peu ce que l'on fait au niveau pédagogie au parc, c'est-à-dire qu'on incite les enfants à
sentir, à toucher, à regarder. Donc on est là pour réveiller les sens des enfants, des petits et des grands d'ailleurs. J'ai vu des photos assez intéressantes sur les animaux, sur la nature. Puis des recommandations à faire pour la protéger. Mais il y en avait une qui disait la nature, nous aimons la nature, ce n'est pas une ordure. En parcourant les allées du chapiteau, nous rencontrons Pascal, qui est à l'origine de la photo sur l'affiche de cette 14e édition. Donc c'était à l'occasion d'un voyage, en fait d'une expédition chien de traîneau que je tenais à faire depuis un bon bout de temps. Et donc je suis allé dans le nord de la Finlande, sur le lac Inari. Et j'ai eu la chance, sur un séjour d'une semaine, d'avoir plusieurs occasions de voir des aurores boréales. Parce qu'il y avait une activité solaire intense à ce moment-là et puis un temps relativement magnifique, enfin, sans nuages. La yourte, c'est un habitat traditionnel des habitants de Mongolie. Bon, pour parler d'histoire, il faut remonter jusque les tipis, hein, parce qu'on dit que les Amérindiens, ils sont traversés par le détroit de Bering, qui se trouve en Amérique. Alors c'est un partenariat qui existe depuis maintenant 3 ans. Hein. C'est la 3e année qu'on soutient ce festival qui monte en puissance. Alors c'est avant tout un partenariat technique et multimédia parce qu'on apporte notre technicité en couvrant en Wi-Fi les différents sites du festival. Nous avons mis en place pour la première fois sur le festival une opération de collecte de mobiles usagés pour recyclage. Hein. On a fait un partenariat avec l'association des photographes de l'espoir qui exposent sur ce stand dans un but humanitaire. C'est beau, mais c'est un petit peu fatigant quand on piétine comme ça. Et puis il y a tellement de choses à voir que, évidemment, bon, ça demande un petit peu un effort physique, mais c'est bien. Il est 14h05 passé de 15 secondes. On retrouve Denis Chessou, CO2, Mon Amour, c'est à vous. Mais oui, cher Dominique Delarroy, et je peux vous dire que nous ne sommes pas tout seuls parce que nous avons un public assez formidable. Nous sommes dans le département de la Haute-Marne. Nous sommes dans une commune de 2000 habitants qui reçoit 40 000 aujourd'hui visiteurs en quelques jours. Nous sommes à Montier-en-Der. Alors CO2 Mon Amour, c'est un magazine de nature et d'environnement qui a commencé, j'ai commencé moi à parler de nature et d'environnement sur France Inter, je veux dire il y a une vingtaine d'années. J'aime beaucoup le monde associatif, le monde des bénévoles, des gens qui font des choses et de voir donc cette commune de 2000 habitants qui réussit à fédérer beaucoup d'élan, qui donne du sens, qui donne encore plus de dignité aux gens, qui donne une envie de transmettre. C'est extraordinaire. Je suis allé photographier le sélacanthe, le plus vieux poisson du monde. Très concrètement, c'est une expédition de 5 semaines, mais je pense que ça serait réducteur de le réduire à ces 5 semaines d'expédition. Parce que ça procède plutôt d'abord d'un vieux fantasme d'étudiant en biologie. Quand on apprend dans ses études en biologie qui est le sélacanthe, le poisson qui est à la transition entre la vie aquatique et la vie terrestre, un poisson qu'on croyait disparu depuis 65 millions d'années et qui réapparaît au XXe siècle. Enfin, c'est un animal qui est mythique, qui est encore considéré aujourd'hui comme la plus grande découverte zoologique du XXe siècle. Donc voilà, quand on est étudiant, c'est un fantasme de se dire « et pourquoi pas plonger avec lui ?» Sauf que ça tient vraiment du fantasme à cette époque-là en tout cas, parce qu'il est totalement inaccessible et aucune technique de plongée n'existe alors pour le rejoindre. Ça se passe en Afrique du Sud, pas loin de la frontière du Mozambique, dans une région extrêmement sauvage, avec aucune logistique. Il n'y a pas de port, pas de bateau comme ça sous la main tout de suite. Donc il faut tout organiser, absolument tout organiser.
Et donc voilà, et on y est retourné cette année, une fois qu'on avait un peu repéré les lieux. Et c'est ça qui est magique qui a été magique sur cette expédition, c'est qu'il a fallu... J'en ai rêvé pendant 20 ans, on s'est préparé pendant 10, on a monté le projet pendant 2 ans. Et puis finalement, au moment où j'ai basculé du Zodiac, 3 minutes après, je faisais un bond en arrière de 60 millions d'années parce que le poisson était là. Et la seule difficulté finalement, c'était, qui n'était pas des moindres, mais la seule difficulté c'était d'accéder à son univers. Pour faire ces plongées aussi profondes et aussi longues, on n'utilise plus du tout du matériel de plongée traditionnel. On utilise des scaphandres recycleurs à circuit fermé et gestion électronique de mélange. Alors c'est un peu compliqué, mais en gros ça veut dire c'est un appareil qui va recycler notre expiration. Donc on ne fait plus de bulles sous l'eau. Chaque expiration, le gaz est récupéré, retourne à l'intérieur du scaphandre, est épuré, analysé, remixé. Et ça permet de donner de grandes autonomies. Le fait de ne pas faire de bulles donne en plus une vraie discrétion. Et comme en plus on a une gestion électronique de ce que l'on est en train de respirer, le mélange que l'on respire évolue au fur et à mesure de la plongée, ce qui permet à grande profondeur d'éviter l'ivresse des profondeurs en mettant énormément d'hélium dans notre mélange respiratoire. Et puis pendant la remontée, de chasser cet hélium, de le remplacer par de l'oxygène pour accélérer la décompression. Accélérer la décompression qui dure quand même 4 à 5 heures à chaque fois. C'est en Inde, à Bandhavgarh spécialement, que j'ai été faire mes photos. Pourquoi Bandhavgarh? Parce qu'il y a vraiment 2 réserves en Inde où on peut relativement facilement voir les tigres, c'est Ranthambore et Bandhavgarh. Puis on a décidé d'aller à Bandhavgarh. Et là, on a eu la possibilité, avec un éléphant, de suivre pendant 2 jours 2 jeunes tigres pendant 48 heures. Donc on était non-stop avec eux. Et ça, c'est vraiment une grande expérience. Qui a fait des reportages sur l'environnement. Et j'ai fait ça il y a assez longtemps. J'ai commencé avec des sujets comme la destruction de la forêt vierge de l'Amazonie. J'ai fait le problème de l'eau, j'ai traité le problème du plastique. Et donc maintenant, après 30 ans, j'ai ressorti les photos et on a choisi des images qui vont ensemble. Donc, une photo de la nature pure et une photo, comme on dit, à des conneries de l'homme. Et on a mélangé les 2. Et ça, c'est le sujet de l'exposition. Exposer des photos en extérieur nécessite un savoir-faire. Les photos de cette exposition ont été posées sur du vinyle. Le gros intérêt du vinyle, c'est d'avoir une tenue extérieure aux intempéries. Et surtout le vinyle qu'on utilise est un vinyle qui permet de restituer un gamut, ce qu'on appelle gamut, c'est-à-dire la quantité de couleurs que l'on peut restituer sur un support, d'avoir un gamut qui est extrêmement intéressant et donc de reproduire des photos fidèlement. C'est son gros avantage. C'est aujourd'hui pour l'AFPAN la 3e fois qu'on l'utilise, puisque les premiers tirages qui avaient été faits sur le vinyle, c'était l'expo de Michel Loup d'il y a 2 ans, la grande expo sur les crapauds. Pour la première fois,
des photos prises en 1970 sont dévoilées au public. La Halle au Blé nous ouvre les portes d'un voyage unique. Et ce que vous avez là, c'est important pour nous parce que non seulement c'est notre plus grande aventure, la plus belle, mais elle n'avait jamais été exposée. Et ces photos remontent à 40 ans exactement. Elles ont été faites pendant l'hiver 70-71. Et cette caravane, c'est une mémoire historique puisqu'elle n'existe plus. Il y a eu quand même 10 jours avant d'arriver à ce campement kirghize de 3 yourtes et 2 maisons pissées. Et pendant ces 10 jours, j'étais la première femme à faire ce genre de caravane. Et donc, ils ont d'abord dit « Oh ben non, ça va être trop difficile pour elle ». Mais mon mari a dit non, non. Donc il m'a emmenée. C'était très très intéressant pour nous, unique, parce que ces gens-là ne connaissaient pas l'argent. Ils étaient encore dans un système de troc. Et vous avez là une photo qui représente le briquet à silex, qui était l'objet le plus précieux du caravanier. Évidemment, le feu est vital, surtout en hiver. Et dans l'ordre des échanges, un briquet à silex valait un cheval. Ça nous fait aussi beaucoup de bien parce que la chaleur d'accueil de ces populations était tellement grande que vraiment ça, nous le conservons encore précieusement. Que des gens aussi pauvres, aussi démunis, aient une chaleur de cœur qui nous a touchés et qui, si elle n'avait pas existé, aurait rendu sans doute la chose impossible pour nous. Car comme vous le voyez, nous sommes des gens ordinaires qui avons vécu une expérience extraordinaire.